Elles sont souvent très bien organisées, les fêtes, peut-être trop bien. C'est une critique classique, au moment où tout est censé être léger, noter ce qui pèse, les normes, vestimentaires ou autres, les contraintes sociologiques, plus ou moins diffuses, le sens des limites qui s'affirme au moment même où l'on vous fait croire que la transgression festive est totale. Mais comme toujours, l'art est plus difficile que la critique. Quelle fête est vraiment à l'écart de toute obligation ou norme, de toute injonction adressée aux individus qu'elle réunit? Même le penseur Georges Bataille, qui invoquait la dépense hors norme et même la destructivité se déchargeant dans certaines fêtes, faisait référence à la logique du potlatch en citant l'anthropologue Marcel Mauss, c'est-à-dire à ces cérémonies de dons et contre-dons entre peuples où existe une nette contrainte de donner encore plus une fois qu'on a reçu. Il y a des règles dans le potlatch. Et s'il fallait assumer que toute fête comporte de la contrainte et se demander plutôt quelles fêtes sont les plus exigeantes, les plus normées, voire les plus sadiques. Un de nos deux invités de ce matin pose cette question du sadisme, vous verrez, en notant les perversions sociales que la fête réactive souvent, notamment quand le capitalisme est de la partie, comme c'est le cas, vous l'aurez remarqué, au mois de décembre. Bonjour Jean-Michel Beignet. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur émérite de philosophie de Sorbonne Université. Votre thèse de doctorat déjà portait sur la pensée de Georges Bataille, ce qui vous a permis d'écrire plusieurs livres marqués par lui et s'emparant d'enjeux souvent très politiques. Je renvoie à votre ouvrage « Georges Bataille, la politique de l'impossible », publié aux éditions Cécile Defaux, ainsi que tout récemment, ce livre, paru chez Hermann, intitulé « N'être plus qu'un objet ». Et bonjour Dany Robert Dufour. Bonjour Géraldine. Bonjour, professeur honoraire des universités, ancien directeur du programme au Collège international de philosophie. Vous êtes un philosophe étonnant, vivifiant. Je l'éprouve à chaque fois que vous venez dans cette émission. Vous avez le secret des questions qui dérangent, que vous traitez avec une radicalité décapante. C'est chez Gallimard qu'on peut lire de vous La cité perverse, mais aussi Le divin marché, consacré à ce que vous appelez la révolution culturelle libérale. Et cette année, il y a peu de temps, vous avez publié aux éditions du Cherche-Midi un livre carrément intitulé « Sadique époque, comment en sommes-nous arrivés là ?» Alors voyons ce que tous deux avaient à nous apprendre de la fête occidentale contemporaine, mais aussi peut-être de la fête partout et toujours. Le carnaval, c'est, comme on dit en dialecte, c'est un bacchanal. C'est une explosion, c'est un désordre. C'est comme si les gens portaient un masque pendant 363 jours. Et pour 2 jours, ils n'ont plus le masque. Le masque, par exemple, d'avoir 2 voitures. Le masque, par exemple, d'aller à l'église tous les dimanches. Je pense, personnellement, à Trinidad, on n'a pas tellement de différence de couleur, de race, de peau, si vous voulez. Mais c'est plutôt de classe. Tout le monde se défoule massivement, on lâche tout, on range les inquiétudes pour cette période. Si on ne s'éclatait pas, on deviendrait fou. Il faut ouvrir l'esprit, tout lâcher, rien garder à l'intérieur. C'est ça le carnaval. Parce que tout le monde dit ce qu'ils ont à dire. Pas seulement avec les mots, mais avec les gestes, avec les regards qui communiquent, avec les rires qui communiquent aussi. Les jeunes donnent le message parce qu'ils veulent être libres, des parents. Pour les 2 jours, ils sont libres. Les parents avaient beaucoup de peur. Parce que pour 2 jours, les jeunes filles sont libres et 9 mois après, la population monte. Et de toute couleur et toute race. Vous venez d'entendre l'extrait d'un documentaire qui a été diffusé en 1981 sur France Culture, dans les Nuits magnétiques. Et ce qu'on entend, c'est le carnaval de Trinité et Tobago, ces îles de la Caraïbe, où on nous dit, comme dans toutes les situations de carnaval, que c'est un énorme lâchage. Je ne voudrais pas qu'on oublie, Jean-Michel Beignet, ce que veut dire carnaval. Carnaval et... Enlever la viande. C'est le moment où la viande redevient accessible après le carême. Alors non, c'est le moment entre
l'épiphanie et le Mardi Gras, où on prévient que après le Mardi Gras, le carême fera qu'on ne pourra plus manger de viande. Donc c'est préventif et c'est une alerte. Attention, la viande va vous être enlevée. Si là, il n'y a pas d'injonction, je ne sais pas où il y en a. Donc le carnaval serait-il, puisqu'on dit qu'on enlève les masques, un nouveau masque très subtil qui prépare à la soumission? D'une certaine façon, oui, vous avez raison. Et moi, dans le sonore qu'on vient d'entendre, j'ai retenu la phrase suivante: « Si on ne s'éclatait pas, on deviendrait fou. » Donc, oui, l'injonction à la fête que réclame le carnaval est une nécessité vitale en ce sens. Et elle est ritualisée, là, à un moment où, attention, on va devoir serrer la ceinture. Et on la règle, effectivement. Et le carnaval de Rio, par exemple, est extrêmement ritualisé. On a des écoles de samba qui sont en concurrence les unes avec les autres. Et il y a un casting dans le carnaval. Donc, dans ce qui apparaît comme une opération de débordement, on règle néanmoins les choses. Mais c'est pas très étonnant. La transgression à laquelle on associe toujours la fête a besoin de la loi et de l'interdit pour s'éprouver. Donc c'est l'oxygène qu'on éprouve, d'ailleurs. Mais pour préparer une contrainte. Pour préparer effectivement une contrainte. La fête, c'est toujours oui, je reprends le terme de Bataille qu'il utilise, c'est une opération qui dissout rituellement ce qui se fermerait autrement, ce qui nous fermerait sur nous-mêmes. C'est l'idée qu'il y a à restaurer la communication entre les individus. La vie sociale les atomise, les ferme sur eux-mêmes, les campe dans des catégories, dans des hiérarchies, etc. Et comme disait donc l'intervenant tout à l'heure sur le carnaval, si on ne s'éclatait pas, si à un moment donné on ne pouvait pas sortir de ces catégories fermées, on crèverait. Alors j'ai appris par une conversation que vous avez eue avec l'équipe en amont de cette émission, Jean-Michel Beignet, que quand vous étiez enfant, vous viviez peut-être dans le Pays basque espagnol, vous avez connu des rituels festifs. Est-ce que l'enfant que vous étiez était d'abord séduit par un relâchement exceptionnel, ou bien sentiez-vous déjà en futur spécialiste de Bataille et de la sociologie version Georges Bataille que ce n'était pas si simple, qu'il y avait de la règle quand même? Ah oui. Oui, j'ai évoqué peut-être un petit peu légèrement ces spectacles de fêtes qui m'étaient donnés lorsque je séjournais au Pays basque du temps de Franco. Ah oui, c'était du temps de Franco. C'était du temps de Franco. Et lorsque j'allais au Pays basque, on faisait des incursions au Pays basque espagnol, là où il y avait des fêtes locales, et des fêtes locales qui avaient cet aspect tout à fait débridé et joyeux. Parce que la fête est toujours associée à la joie, et qui tournait toujours très mal, parce que ça se terminait par le débarquement des carabiniers et la mise au pas et la chasse. Donc, c'est ce qui était étonnant dans ces fêtes, c'est qu'elles mobilisaient des éléments folkloriques,
Donc, en ce sens, c'était très, très culturel et réglé. On voyait des hommes qui, toute la journée, couraient le village, habillés avec des jupons, avec des cloches sur le dos, ou des choses qui étaient très, très idiosyncrasiques. Hein. Et on voyait bien que là aussi, il y avait eu un casting, il y avait eu une liturgie, la fête. C'était un débordement très très pensé, très très conçu, et qui devait avoir un impact, et un impact dans le contexte d'un régime totalitaire, un impact qui devait précisément servir de soupape. En tout cas autoritaire, et finalement l'autorité, je crois, Dany Robert Dufour, que vous lui consacrez une œuvre entière depuis longtemps, elle est souvent fourbe, elle ne se donne pas comme telle, et je suis sûre que vous n'êtes pas surpris du tout qu'elle se retrouve sournoisement, même dans les fêtes. Mais bien sûr, évidemment, parce qu'on arrive maintenant à une... Jean-Michel Bélier vient de parler très très bien du carnaval et de la ritualisation du carnaval. Ça se passe dans un temps et dans un espace donné. Il y a une inversion des valeurs pendant ce temps. Et après, on retourne, cette soupape a bien fonctionné. Et après, chacun retourne à sa place. Je crois que ce qui se passe maintenant est un peu différent, puisque on arrive vers, disons, des fêtes, pour reprendre le thème de l'émission, mais des fêtes déritualisé. C'est-à-dire que nous entrons dans une transgression qui n'est pas installée dans un temps et dans un espace, mais qui est une sorte d'invitation permanente à la transgression. Ça, c'est l'individualité contemporaine occidentale. Exactement, contemporaine occidentale. Alors, je vais prendre un exemple, parce qu'il est tout frais, ça vient d'arriver, ça date d'il y a 3 semaines ou un mois. Cette invitation à la transgression, on l'a parfaitement entendue dans ce qu'on a appelé la poupée Chine. Vous savez. Oui, vendue par Chine, une poupée par le marketplace Chine, qui permet de faire des trucs sexuels avec. Hein, exactement, exactement. Alors, ça permet de faire des trucs sexuels, et très précisément, c'était présenté sur le site Chine comme ça: poupée sexuelle, jouet de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus. Donc là, il s'agit quand même d'une offre de transgression qui est faite, extrêmement lourde, dure. C'est très glaçant, hein, ce qu'on entend dans la présentation de cette poupée. Et on a là le discours cru du marché, qui propose une sorte de fête permanente déritualisée, qui dit à peu près ceci, ce discours du marché: demandez tout ce que vous voulez, nous avons tous les objets manufacturés, tous les services marchands, tous les fantasmes pour satisfaire toutes vos appétences, quelles qu'elles soient, même celles que vous ne connaissez pas, parce que nous, on connaît, en étudiant le nombre de clics et des clics que vous faites, que vous allez voir vers ceci ou vers cela, et nous pouvons interpréter ces clics pour connaître mieux que vous vos propres désirs. Donc, si je comprends bien, l'autorité ordonnatrice, elle se donne avec le masque de la transgression permanente, c'est ça ? C'est exactement ça. Jouissez sans entrave, et ça, c'est devenu une injonction. C'est devenu une injonction. Et on est passé d'un ancien maître dans les temps théologico-politiques qui était un maître répressif: ne faites pas des commandements, vous n'avez pas le droit, etc., à un maître incitatif: allez-y, foncez, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles, vous allez passer à côté de ce à quoi vous avez droit, une sorte de jouissance permanente, jouissance fausse, jouissance feinte, mais jouissance sans arrêt proposée, constamment proposée. Alors, il y a quelque chose que je voudrais que vous éclaircissiez. En quoi cette injonction à un jouir sans limite, qui devient donc une injonction, produit-elle quelque chose de sadique ? Puisque c'est le titre de votre dernier livre, Sadique époque. Vous vous intéressez à ça depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à la perversion de notre époque. Mais là, vous isolez le sadisme. Est-ce que ça veut dire que l'époque est sadique avec nous, ou bien qu'elle nous rend sadiques ? C'est les deux.
Je pense que l'époque, à la fois, est sadique avec nous parce que elle va lire par toute une série de moyens ce qui est supposé être nos désirs, et pour combler ces désirs, et elle est également sadique dans le sens où elle nous propose donc toute une série d'objets et de fantasmes qui permettent de réaliser tout ce que, en principe, on n'a pas le droit de réaliser. Vous voyez ? Et je pense là que... Alors, vous avez parlé de bataille, On va encore en parler, on va encore Georges en parler, Bataille. on va encore en parler de bataille, mais moi je pense aussi au travail qu'a réalisé Pierre Glossowski, c'était je crois en 1971, dans la Monnaie vivante. Oui. Glossowski, Qui est d'ailleurs un commentateur de Sade aussi. qui est un commentateur. Justement, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Oui. Alors, donc, chez Glossowski, la monnaie vivante, c'est une sorte de système prostitutionnel des corps. C'est-à-dire, les corps sont convoqués pour être, d'une certaine façon, comblés, qu'ils le veuillent ou non. Hein. C'est ça chez Glossowski, cette donc jouissance comblée par toute une série d'objets, de fantasmes, de services, etc., qui sont constamment proposés. Donc c'est ça, ce côté sadique de notre époque, parce qu'il s'adresse au corps pour les marchandiser d'une certaine façon et pour les combler avec une proposition de jouissance. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Beignet ? Oui, ce qui est étonnant, c'est que on est dans un contexte où on hypervalorise le pulsionnel, tous azimuts, alors même que nous sommes dans une société qui développe des machines et de l'abstraction. Oui. Et donc, comment rendre compatibles les deux choses, du pulsionnel dans un monde de machines? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne précisément, effectivement, cette espèce d'injonction, d'obligation à satisfaire ce pulsionnel via des instruments qui sont des instruments technologiques et abstraits. Donc, pas étonnant que l'offre marchande des instruments de la satisfaction de la pulsion prenne le pas sur tout, hein, et conduise à cette désymbolisation de la fête, parce que c'est une désymbolisation à quoi on assiste, et la fête devient, là aussi, cette injonction, hein, qui consiste à satisfaire le marché, à satisfaire les offres du marché. Alors j'ai quand même... Oui. Il y a quelque chose qui m'ennuie un peu dans la... j'aime bien la radicalité, sinon je ne vous aurais pas invité Dany Robert Dufour, mais quand même je me pose quelques questions. Si on met tout de suite l'idée du sadisme et de la perversion absolue à toutes les sauces, est-on encore capable de distinguer ce qui est vraiment épouvantable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je sais que vous avez été parfaitement épouvanté, vous, et qui ne l'a pas été, par l'affaire du streamer, comme on dit, oui. Jean Portmanov, qui est mort en direct. Donc c'est vraiment la question des réseaux sociaux, là. Hein. Oui. Il se faisait humilier, c'était sur la plateforme Kik, je crois. Qui veut dire coup. Effectivement, j'y avais même pas pensé. Et pendant des mois, les spectateurs assistaient à ces humiliations et finalement à ce qu'il faut appeler une torture. C'est une torture en direct, avec mise, avec pari. Jusqu'à où tiendra-t-il ? Si ça, ce n'est pas une scène sadique, ça, c'est qu'est-ce clair. que c'est ? Non, ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est Mais est-ce que c'est tout le temps Non. ce niveau-là ? Si vous voulez, si le capitalisme fait tout le temps ça tous les jours, quel mot va-t-on avoir pour nous épouvanter de cette histoire, c'est-à-dire de sa mort en direct, dans la nuit du 17 au 18 août 2025, après 300 heures de diffusion continue et plein de monde qui regardait. Avec des centaines de milliers de personnes qui regardent ce spectacle sadique et qui parient pour savoir jusqu'où il pourra tenir, jusqu'où il pourra aller. Alors, non, ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est un symptôme qui en dit long. C'est ça la valeur du symptôme. La mort en direct de cet homme torturé en direct, pour lesquels des
les gens se réunissent par centaines de milliers pour parier jusqu'aux limites, jusqu'à où il tiendra, pour voir jusqu'où ira sa résistance, c'est un symptôme de ce qui se passe. Ce n'est pas toujours, évidemment, à ce niveau d'acmé, là on est à un niveau d'acmé, mais il y a toujours derrière une promesse qui est la promesse incitative de ce que j'appelle ce nouveau maître, le marché, qui propose, qui incite. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu connais ça? Essaye ceci, essaye cela, etc. Il y a un discours incitatif qui est constamment diffusé et qui, à certains moments, prend une forme ou prend des formes sadiques qui révèlent quelque chose de ce dispositif pervers qui est en jeu et qui s'adresse à la plupart des gens, à des foules entières. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'ordinaire, dans le quotidien, oui. qui trouve là une expression paroxystique. Ouf. Vous parlez de fête méchante. Oui, alors je vais vous donner un autre exemple de fête. Je vous en prie. De fête méchante, de fête. Alors là, sadique pour le coup. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le slap fighting. Je suis pas très... de loin. Vous voyez ce que je veux dire? De loin, ça vaut mieux. Je vous conseille de rester loin de la scène. Je crois savoir, mais je ne sais pas, donc je voudrais que vous décriviez, s'il vous plaît. Donc c'est organisé par une ligue aux États-Unis qui s'appelle Power Slap League. Slap, c'est la gifle, où dans des salles immenses qui étaient par exemple autrefois des salles de boxe, il y a une scène où deux personnes, aussi bien deux femmes, vont se donner en public devant un public totalement déchaîné. Bon, c'est déchaîné au sens d'une fête folle, d'une fête féroce, les gifles les plus fortes possibles, jusqu'à ce que l'une tombe raide, ramollie, si on peut dire, dans le coma. Oui. Ça se passe... Alors, le président de la Power Slap League est un ami de M. Trump. Ceci au passage, ça réunit des centaines de milliers de personnes dans des salles immenses, en direct, qui parient donc sur la résistance et sur celui qui pourrait gagner ce match. C'est également radiodiffusé, diffusé par Internet. On peut parier aussi à distance. Et on a là, véritablement, la reprise ce qu'on peut nommer une fête sadique. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui change par rapport aux fêtes des Romains, les ludis, des fameuses ludis romaines? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que les ludis, c'était une fois par mois, ça réunissait 3000 personnes. Là, c'est en direct tous les jours et ça réunit des centaines de milliers de personnes. Donc, il y a une dose infiniment plus forte pour entrer dans ces processus sadiques. Alors, le processus d'entrée dans ces processus sadiques est très intéressant, je l'étudie beaucoup dans mon dernier livre, parce qu'on s'est aperçu qu'au premier abord, celui qui entre dans un dispositif, soit par Internet, soit en direct, comme ceci, éprouve d'abord une sorte de répulsion. C'est la répulsion de celui qui dit non, je ne peux pas participer à quelque chose comme ça. Et il s'enclenche un premier mécanisme qui est un mécanisme où, exprimant publiquement, par exemple, en appuyant sur le bouton dislike ou sur une émoticône qui dit qu'il n'aime pas ceci, il reçoit ce qu'on appelle un shoot de dopamine qui lui prouve sa bonne moralité. Ça commence comme ça. Il est donc accroché en manifestant sa réprobation et en affichant sa réprobation morale. Et puis après, ce qui se passe, c'est que progressivement, les personnes qui regardent ou qui assistent à ce type de compétition entrent dans un processus d'accoutumance, c'est un processus d'addiction, et se mettent à jouer, à faire comme s'ils, pour mettre à distance cette chose-là qu'au premier chef ils réprouvent, pour mettre à distance en jouant avec un trait comme s'ils étaient pervers, comme s'ils étaient harceleurs, comme s'ils étaient sadiques. Ça se passe, on le voit très très bien avec le fonctionnement d'un certain nombre de chaînes de réseaux, comme par exemple 4chan.
ou A-Chain aux États-Unis, Oui. qui était la chaîne sur laquelle s'est entraîné monsieur Elon Musk et qu'il a pris comme modèle pour ensuite X. Sur 4chan, vous pouvez, parce qu'il s'agit d'afficher sa désinhibition totale, donc aucune inhibition, donc vous pouvez jouer au harceleur, vous pouvez jouer aux nazis, vous pouvez jouer au meurtrier, c'est pour rire. Donc, puisque c'est pour rire, vous avez le droit. Vous ne pensez pas que le rapport au réel demeure fort, c'est-à-dire que c'est pour rire. Ces personnes ne le feraient pas pour de vrai. Ça, je n'en suis pas sûr. Ça, je n'en suis pas sûr du tout. Parce que quand vous empruntez un trait, qui est un trait de harceleur, ou un trait nazi, etc., vous entrez quand même, d'une certaine façon, dans ce personnage. Et je pense que tous ces immenses dispositifs fonctionnent actuellement comme des écoles de la perversion qui sont en train de diffuser des pratiques que autrefois on réprouvait véritablement. Alors Il y a là, une banalisation de ces pratiques qui fait que maintenant on se retrouve à considérer presque normal que ceci arrive. C'est pourquoi nous entrons dans une époque de brutalisation des relations sociales que j'ai appelée sadisation. Alors là, je trouve quand même, Jean-Michel Beignet, qu'on ne peut pas ne pas interroger un certain aspect de l'œuvre de Bataille. Parce que Bataille, bon, il a dit que la fête était toujours normée tout en étant transgressive. On va peut-être lire des textes à ce sujet, surtout des textes d'après la guerre. C'est-à-dire 49, La part maudite, 1973, Théorie de la religion, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 1930, il a créé avec Caillois, Michel Léris, la revue Acéphale, le collège de sociologie. Et il est vrai que la notion de sacrifice, qui je crois perce dans votre propos, d'Annie Robert Dufour, l'envie de sacrifier quelqu'un, de le mettre à mort, c'est une idée très forte qui les a tous beaucoup séduits, tant et si bien, c'est clair, il y a des témoins, qu'ils ont tenté d'imaginer des sacrifices réels, c'est-à-dire des mises à mort réelles. Par ailleurs, dans sa théorie de la religion de 1973, il dit, je cite, que le sacrifice humain, donc là le vrai, c'est la contestation, je cite, la plus radicale du primat de l'utilité, en même temps le plus haut degré de déchaînement de la violence intérieure. Ce qui est donc très séduisant. Est-ce que vous pensez que pour Bataille, que vous connaissez si bien, Jean-Michel Beignet, l'idée du passage à l'acte était une hantise et peut-être même un désir? Oui, on invoque toujours effectivement cette hypothèse d'un sacrifice humain qui permettrait de restaurer la communication fondamentale qui soude l'humanité, parce que c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'il s'agit de justifier le sacrifice chez Bataille. Mais cette hypothèse du sacrifice, vous savez, vous le savez, le sacrifié, c'était Bataille. La personne qui devait faire Pas toujours, l'objet Il y a du aussi sacrifice. une fille qui est allée dans les bois. Il y a des témoins. Il y a des histoires. Il y a aussi une femme qui est allée dans les bois, mais elle s'est retrouvée toute seule. Personne n'est venu la tuer finalement. Il y a chez Bataille effectivement des débordements, des excès. Ça fait partie même de sa pensée fondamentale, sur lesquels, je pense, on a beaucoup glosé. Je constate une chose, c'est qu'il a écrit sur Sade, oui, mais il n'a jamais commenté les rituels mis en place par Sade, oui, dans la philosophie dans le boudoir, Justine, etc. Comme si l'aspect festif de la mise en scène du sadisme n'était pas quelque chose qui l'intégrait. Oui. Même littérairement, là on parle même pas de la vie de Sade, on parle de l'œuvre. Oui. Ça ne l'intéressait pas. Enfin, il a quand même écrit sur Sade. Comment peut-on écrire sur Sade sans s'intéresser au sadisme? Justement, c'est parce que je pense qu'il était quand même surtout préoccupé de penser la fête
comme une chose, à la manière des sociologues, de trouver dans la fête des lois, de trouver dans la fête des liturgies. Et Sade ne répondait pas, de ce point de vue-là, à l'illustration qu'il cherchait à mettre en place. Ce que je voudrais dire, peut-être, c'est que, pour lui, l'humanité a une dette à l'égard de l'animalité, Oui. à l'égard du donné naturel. Pour bien lire Bataille, il faut peut-être commencer par le miracle de Lascaux. Réflexion sur les peintures rupestres qu'on a découvertes à peu près à l'époque où il travaillait. Ces peintures rupestres, il les a commentées. Il s'est posé une question toute simple. Il a dit ces peintures sont magnifiques. Les animaux qui sont représentés sont absolument sublimes. La représentation de l'humain est extrêmement modeste, il n'y a presque rien, c'est des petits Mickey complètement bâclés, des chasseurs qui sont bâclés. Mm-hmm. Et l'interprétation qu'il a donnée de cela, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante. Il dit, au fond, tout se passe comme si ces hommes préhistoriques avaient représenté l'espèce animale dans toute sa sublimité, que nous avons eu le tort de rejeter. Nous avons, nous, humains, nous sommes éloignés de cette animalité et nous avons une espèce de dette à l'égard de... Qui est l'immanence, pour parler le vocabulaire, l'immanence pure, qu'il faut retrouver. Donc le paradoxe, c'est que c'est du sacré dans son vocabulaire, mais c'est un sacré de pure immanence, qui est précisément le contraire de l'emploi habituel du mot sacré, qui invoque une transcendance. Le sacré connote d'abord et avant tout la séparation. L'une des étymologies utilisées, c'est sekurus, la hache. Oui. Donc il y a la cruauté. C'est un terme de Nietzsche. Nous avons évoqué Nietzsche dans notre deuxième épisode, voilà. Et il y a un texte qu'on n'a pas pu lire, mais qui était dans les esprits, je crois, dans la discussion d'hier, et c'est ressorti à plusieurs moments, c'est que la cruauté doit être pour Nietzsche sublimée et spiritualisée. C'est le terme de Nietzsche. La question que je vous posais, c'était, je pense que c'est pareil chez Bataille, mais cette cruauté doit-elle être actée aussi ? Pour que ce soit la fête totale. Bon, là, si j'évoquais le miracle de Lascaux, parce que c'est de l'ordre de la représentation. Hein, donc, on n'est pas dans la mise en acte, on est dans la représentation. Mais d'une façon générale, ce qui est acté, je comprends bien que vous soyez non, mais ça m'intéresse. préoccupé de essayer de comprendre cette espèce de débordement, de folie qui a pu saisir un certain nombre de gens autour de Bataille, où on était dans les affres de la préparation d'une guerre, on était dans la perte de repères absolue, une déliquescence de la démocratie. Enfin, il y avait des facteurs nombreux qui pouvaient générer une volonté de cohésion. Comment rehomogénéiser en quelque sorte la vie sociale. Et quand Bataille crée le collège de sociologie, il dit il faut interroger le pouvoir, il faut interroger le sacré, il faut interroger tous ces éléments qui sont constitutifs d'un groupe social et essayer de redonner l'exaltation collective qui dynamise une société. Alors, l'idée de sacrifice, c'est imposée comme la mise en scène de cette réhomogénéisation d'un groupe social. Il n'y a pas chez moi que... C'est important ce que vous avez suggéré, là, que j'essaye de faire un procès, quoi. Oui. C'est pas ça que je fais ici. Pas du tout. Je voudrais... Parce que je pense que Bataille a écrit un article majeur en octobre 1933, qui est la structure psychologique du fascisme. Et là, il est d'une honnêteté extraordinaire. C'est-à-dire qu'il reconnaît que la révolution qu'il souhaite, qu'il doit retrouver une immanence pure, le rapport à l'animal, sans doute la part de cruauté qu'il y a en chacun de nous,
procède d'un mouvement qui pourrait donner le fascisme. Donc il a parfaitement compris, dialectiquement, que ce qui l'intéresse, c'est aussi ce qui intéresse le fascisme, alors qu'il n'est absolument pas de ce camp-là. Je cite, le chef, écrit-il, tire sa profonde valeur significative du fait qu'il a vécu l'état d'abandon et de misère du prolétariat. Et il continue, à mesure que les possibilités révolutionnaires s'affirment, disparaissent les chances de la révolution ouvrière parce que c'est le fascisme qui passera. Et donc, en fait, je pense qu'il y a énormément de courage chez Bataille, là, mais aussi dans le fait d'aller jusqu'au bout de l'envie de passer à l'acte. Et au moment où ce désir arrive, de se dire, c'est là que la révolution la plus émancipatoire peut produire l'autorité fasciste. Oui. Le meilleur ouvrage peut-être de Bataille pour illustrer ce que vous dites, cette espèce de question de la mise en acte, hein, c'est Le Bleu du ciel. Le Bleu du ciel, c'est un roman étrange dans lequel le héros, dont on doit deviner évidemment qu'il s'agit de Bataille, se rend en Espagne pour participer à la résistance contre le franquisme. Et il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est dans une espèce de tétanie. Hein, et il y a Simone Weil qui passe dans l'ouvrage en question. Il y a des militants, il y a des gens engagés. Et Bataille est malade. Il est malade, donc il peut rien faire, etc. Et ce livre est extrêmement intéressant parce qu'il pose bien la question de l'ambivalence à l'égard de l'objet. Mais vous avez raison, la structure psychologique du fascisme est sans doute l'ouvrage le plus accompli pour comprendre ces phénomènes de polarisation que la cruauté met en évidence. Parce que vous parlez de la cruauté. La cruauté, c'est la restitution du donné naturel fondamental à l'humanité. C'est cet élément que nous partageons avec l'animalité. Hein, et nier cette cruauté, c'est condamner une société, la confiner dans une rigidité qui la rend complètement invivable. Hein, donc c'est aller et retour entre le consentement à cette cruauté fondamentale et la fermeture complète à l'élément d'animalité qui nous définit, qu'il s'agit de régler, de réguler, de tempérer. Hein, et la fête, c'est cet élément charnière. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous parlons de la fête cette semaine et ce matin, nous avons un épisode peut-être un peu non attendu sur cette question de la fête. Nous parlons de la cruauté dans la fête, nous parlons de nos envies sacrificielles, nous parlons des rituels où il y a des injonctions étranges, sadiques, diriez-vous, Dany Robert Dufour. Nous parlons de choses qui ne sont pas agréables. Alors justement, Jean-Michel Beignet vient de faire un développement très substantiel sur Georges Bataille. Je voudrais revenir je trouve, à votre facilité. Là aussi, elle est courageuse, à mon avis. Hein. C'est pas toujours, ça peut être courageux d'être dans une simplicité. La simplicité pour vous du lien entre le fantasme et le passage à l'acte. Vous êtes certain que la grande fête capitalistique, la grande fête voyeuriste des réseaux sociaux, ce n'est pas un exutoire pour éviter de passer à l'acte et d'assouvir réellement des passions cruelles. C'est au contraire un sas qui produira une cruauté sadique exponentielle dans notre société. Oui, je crois que nous y sommes. J'ai été extrêmement intéressé par tout ce que vous avez dit, Jean-Michel, sur Bataille. Je crois que vous avez dit, que parfois Bataille tombe malade. Il tombe malade quand il dit ça. C'est d'ailleurs sa première réflexion. Dire ça, comme dit Annie Lebrun, j'étais malade. Comme Annie c'est Lebrun. Plutôt Annie Lebrun. Non, à Bataille aussi, je vous assure. Ouais, mais Annie Lebrun, que j'ai bien connue, également, il y a de quoi. Pourquoi ? Parce qu'il s'arrête, Bataille, avant le passage à l'acte.
il va jusqu'au bout possible, il va le plus loin possible et il s'arrête. C'est pour ça que moi non plus, je ne crois pas tellement à cette histoire de sacrifice avec le collège de philosophie, De sociologie, de sociologie, Caillois et autres. Vous ne croyez pas que... Je ne pense pas qu'il aurait pu aller jusqu'au bout, jusqu'au vraiment sacrifice. Il va jusqu'au bord, mais il s'arrête. Pourquoi il fait ça? Je crois que parce que la problématique de Bataille, moi je la comprends comme ça. Il va voir un certain nombre de confins de l'être humain, le sacré, le mysticisme, l'érotisme, etc. Il va jusque là où il peut aller, mais il s'arrête juste avant le passage à l'acte pour rester dans la représentation. Et il met en œuvre, me semble-t-il, une problématique que je résumerai de la façon suivante. Bataille dit qu'on communique par là où on ne communique pas. C'est-à-dire on ne communique pas par la parole comme nous le faisons maintenant, mais on communique, selon Bataille, au moment où on s'arrête de parler, lorsqu'on a été le plus loin possible devant un certain nombre de pratiques qui sont interdites, que l'on transgresse. Et là, il ne franchit pas le dernier pas, alors que Sade franchit le dernier pas. Sade, au-delà de la littérature, Sade a fait des choses. Oui, non c'est seulement vrai que Bataille pense que ces questions-là sont celles de la littérature, oui, mais ne sont pas celles des actes. exactement. Or, chez Sade, c'est celle aussi des actes. Il y a quand même eu 4 procès de Sade pour un certain nombre de, disons, d'exactions. On n'en connaît que 4, mais il y en a probablement pas mal dans sa vie réelle, pas mal d'autres choses. Qu'est-ce que je... oui. Je vous pose une question, à mon avis, ça va revenir ce que vous vouliez dire. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre. Alors moi, grâce à vous, au travail de l'équipe, j'apprends plein de choses sur notre époque que sans doute je ne veux pas voir. Il existe quelque chose qu'on appelle les pranks, les pranks, les pranks, voilà. Ce sont des canulars filmés qui sont très sadiques. Oui. Alors, il y a un exemple que donne Audrey Parmentier dans Le Monde, dans un article de 2025, où on fait miroiter à des gens, par exemple à des sans-abri, des billets de 50 €, puis on leur donne pas, finalement. Et puis, il y a un exemple avec une mère de famille. On lui montre que son bébé vient de tomber par-dessus la rambarde de l'escalier. En fait, c'est une poupée, mais ça donne l'impression que c'est le vrai bébé et ça crée une terreur. Je ne sais même pas qui ça fait jouir entre nous, cette terreur. Mais qu'est-ce que... Voilà. Ça fait jouir le pervers qui cherche justement précisément ce type de jouissance. La jouissance du névrosé, la jouissance du pervers n'est pas la même. On commence avec des névrosés, c'est-à-dire le névrosé réagit par la réprobation morale, et quand on augmente les doses de ces pranks ou d'autres pratiques auxquelles il est confronté, il commence à se demander que faire avec ce qu'il est en train de voir. Et là, pour mettre à distance, il joue avec ces pratiques. Donc c'est là où il prend une position de jeu, et je dis c'est là où c'est dangereux, parce que quand on joue à être le harceleur, le pervers, le sadique, chez les incels par exemple, les célibataires involontaires qui présentent la façon dont ils maltraitent les femmes, etc. Quand on joue avec ces aspects-là, on prend un certain nombre de ces aspects-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a en jeu maintenant, auprès du large public, qui pour l'essentiel reste des braves névrosés, si vous me permettez, comme vous et moi. Je vous permets. Merci. Une incitation à aller voir un petit peu plus loin, à essayer à se désinhiber. C'est véritablement dans la désinhibition. Désinhibez-vous. C'est une sorte de discours actuel. Et c'est là où il y a le passage à une tentation sadique. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est dans le texte le plus épouvantable de Sade, dans les 120 journées de Sodome, que ce texte est présenté comme une fête permanente. C'est quand même incroyable. Les corps sont découpés. Mais c'est du génie littéraire, vous êtes quand même d'accord avec ça. Quand Annie Aubrin dit « ça me rend malade », elle dit « Sade est le plus grand écrivain français ». C'est-à-dire qu'il est capable par un texte de me rendre malade comme ça. Mais bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que Sade, comme vous le disiez, Jean-Michel, tout à l'heure, il va très très loin dans l'exploration de cette passion
sauvage, de l'animal, de la férocité qui est encore en l'homme. Et donc notre seule façon, en général, de inhiber cette passion, c'est la culture. C'est de passer par la culture, c'est de sublimer, c'est la sublimation. C'est pour ça on écrit là-dessus, etc. C'est pour ça que même si ça rend malade, il faut quand même lire Sade, parce qu'il révèle quelque chose de l'être humain que, autrement, on ne veut pas voir. Il y a une c'est passion. grand, Sade? C'est important, Sade? Ah bah bien sûr, c'est extrêmement important. C'est important parce que je pense qu'il y a deux grandes passions à l'œuvre en ce moment. Il y a une passion sadique qui est en train de se diffuser par des moyens technologiques nouveaux, et il y a une passion de ne pas voir la passion sadique. Vous voyez, on est pris dans ces... Oui, ça c'est très intéressant. On est pris entre ces deux passions. Et alors vous, avec vous, on ne risque pas de passer à côté. Ah ben moi je monte. Moi je Oui, monte. oui. Non, ça je ne vous laisse pas ne pas voir. Oui. Il faut que vous ayez le courage, même si ça vous rend un peu malade, d'aller voir quand même ce qu'on ne peut pas voir, parce que c'est en jeu, c'est à l'œuvre dans un certain nombre de pratiques massives, médiatiques à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez, Jean-Michel Beignet, que Bataille aurait été effrayé et analytique comme Danny Robert Dufour, ou n'aurait pas pu s'empêcher de dire que ce déchargement pulsionnel, c'est pas mal? Parce qu'il aime ça quand même. Franchement, il adore ça. Il dit le communiel. Il faut les tumultes du déchargement des choses, des pulsions intimes. Enfin, il y a tout un tas d'expressions. Non, mais il est complètement fasciné, effectivement, par ce monstrueux en nous. Qui ne se laisse pas oublier ou qu'on aurait tort précisément d'oublier. Mais je crois que ce qui est quand même nouveau aujourd'hui, que Bataille n'a pas pensé, je crois, c'est cette espèce de fascination pour la performance aussi, qui caractérise notre époque. La performance, je dirais, la contagion, le viral, qui alimente ce toujours plus, et qui nous propulse dans la désinhibition. La désinhibition qui va de pair avec cette désymbolisation de la fête, de cette banalisation de la fête qui devient un état à plein temps. C'est ça que je crois est vraiment nouveau, cette espèce d'emballement dans la performance. La performance au sens du passage à l'acte, ou du fait qu'on se filme et on le montre à tout le monde? La performance dans le passage à l'acte. Ouais. Aller toujours plus loin, être celui qui ne sera jamais rattrapé. En vous entendant, je pensais un petit peu à la théorie freudienne du processus primaire pour définir l'inconscient. Ce processus primaire qui a besoin, comme disait Lacan, de points de capiton. Pour précisément trouver sa régulation. Je crois que nous, on est en train aujourd'hui de livrer libre cours à ce processus primaire et à minimiser la part des points de capiton. Et c'est ça peut-être qui rend l'interrogation sur la fête aujourd'hui aussi crucial et en même temps aussi déconcertant, parce que vous êtes parti de la fête de Noël et la première communion, etc. Et là, on est dans le délire pervers alimenté par les réseaux sociaux. Danny Robert Dufour. Oui, juste un mot encore sur ce qui est en jeu. Je crois que c'est quelque chose qui a à voir avec une recommandation de désinhibition. Désinhibez-vous. Oui. C'est-à-dire, allez-y, osez. Si vous n'osez pas, vous êtes des imbéciles. Et je pense qu'il faut mettre ceci en relation avec un concept qu'avait amené Marcuse, je crois que c'est dans Héros et civilisations, quand il parle de désublimation, parce que c'est ça la désinhibition, c'est la désublimation répressive. Et on entre dans une nouvelle forme de répression, justement par cette désinhibition. C'est-à-dire, ça touche le cœur même de la culture. Milieu des années 50, il écrit ce livre. Oui. Et, 56. Et il dit qu'effectivement, le problème, c'est que la pulsion sexuelle est requise de passer à l'acte sans arrêt, alors que
le vrai enjeu, ce n'est pas de la réprimer, Oui, mais bien c'est de la sûr. sublimer, C'est de la d'en sublimer. faire quelque chose. Oui, Et c'est exactement. étonnant que Nietzsche dise, comme je l'ai cité tout à l'heure, dise que la cruauté, par exemple, dans la fête, doit être spiritualisée. Bon, ça, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, Oui. mais sublimée, c'est un Sublimer, mot de c'est Nietzsche ça. lui-même, Oui, pas oui, seulement oui, de Freud. absolument, absolument. Et donc, on assiste à cette désublimation dans l'exhibition de ces performances des gens qui montrent que eux, ils osent et ils sont désinhibés. Voilà donc, je crois, un des lourds problèmes de notre époque. Ça a Jean-Michel Beignet. quelque chose de la barbarie. Hein. C'est la barbarie au sens où on refuse complètement la dynamique culturelle qui va toujours dans le sens de l'inhibition. Hein. La culture, c'est l'inhibition. L'inhibition de quoi? Précisément du donné naturel fondamental qui est, lui, monstrueux. Hein. Mais ce qu'ont très bien vu... Nietzsche et Bataille, Et Freud. Et Freud, bien sûr, c'est que... Et Marcuse. Et Marcuse, Oui. enfin tous ceux qui ont réfléchi un tant soit peu à la culture et à la civilisation se sont accordés pour dire que nous sommes contraints à l'ambiguïté et au mouvement d'aller-retour, hein, qui nous contraignent précisément à tâcher de voir, d'être confrontés à l'innommable et en même temps à essayer de penser les instruments de la sublimation. Hein. Mais il n'y aura jamais, ôtons-nous de l'idée qu'il puisse y avoir une humanité qui serait complètement transparente, authentique à elle-même. Cette humanité, elle est profondément nocive et totalitaire, enfin, dans son principe. Hein. C'est une humanité que personne ne souhaite. Hein. Supprimer l'ambiguïté chez les humains, c'est précisément contribuer à cette machinisation à laquelle on répugne. Donc, je crois que c'est ça, c'est penser les mécanismes culturels sur le mode de l'alternance de sublimation et d'inhibition.